sommes en live et donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Dominique Faget. C'est un direct entre New York et Bordeaux, ou presque, les alentours de Bordeaux. Donc c'est fort sympathique, c'est une région que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie qu'on se transpose là-bas aujourd'hui à 18h, donc heure de France. Et puis nous, il est midi à New York, voilà. Donc Dominique, on va parler un petit peu de ton parcours, de tes livres. Tu as écrit beaucoup de choses et encore beaucoup de projets à venir. Donc je suis ravie. D'abord, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour à toutes les personnes qui seront là. Oui, et en plus, aujourd'hui à Bordeaux, il a fait un temps magnifique. Ah bah, il fait souvent magnifique à Bordeaux. Donc Dominique, on va voyager avec ton dernier livre sur lequel on va revenir en deuxième partie, donc, qui est Hier et pour demain. On a vraiment la chance de l'avoir en exclusivité aux États-Unis, donc je te remercie de nous offrir cette exclusivité. Donc il est sur Rencontre des auteurs francophones, il est aussi en boutique à New York, à Manhattan, chez French Week. Donc voilà. Donc c'est un voyage dans l'Égypte d'hier. Donc quand je dis d'hier, c'est vraiment plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Et d'aujourd'hui, on part aussi à Paris, on est à New York en 2001 et puis après en 2031. C'est une incroyable aventure. Et moi, je dois dire que quand j'ai ouvert les premières pages, je n'ai pas pu le lâcher jusqu'à la fin. C'est bourré de rebondissements. C'est une aventure qui nous tient vraiment en haleine. Donc, bravo. On croise aussi une confrérie mondiale secrète. On croise des déesses égyptiennes, des dieux égyptiens, des étudiants. Il y a un peu de surnaturel aussi là-dedans. Donc, voilà, il y en a vraiment pour tous et il y en a vraiment pour un voyage incroyable. Alors, avant de parler de ce livre plus en détail, j'aimerais qu'on parle de toi. Donc, tu as eu une enfance à beaucoup voyager, parce que tu suivais l'émission de ton père, notamment en Afrique. C'est quoi ces voyages? C'est de formidables souvenirs qui t'ont ouvert sur l'humanité, sur le monde. Ce sont d'abord mes souvenirs d'enfance et d'adolescence. Donc, toute la famille partait là-bas. C'est aussi à une autre époque parce que, bon, c'était l'Afrique d'avant. Oui, c'était... bon, oui, c'était une autre époque avant le réveil voilà. D'une Afrique qui parfois est un peu compliquée aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas toujours voilà, oui, j'ai l'impression que les gens ne se posaient pas autant de questions que maintenant. Voilà, c'est vrai. Est-ce que c'était quand même une période de solitude pour l'enfant que tu étais? Parce que finalement, tu n'avais pas le temps de te faire des amitiés, tu repartais des autres. Alors, ça a été un grand problème parce qu'effectivement, comme mon père changeait d'affectation à peu près tous les 2 ans, j'avais pas le temps d'avoir des amis. Et c'est peut-être pour ça que je me suis raconté des histoires et qu'après j'ai écrit. C'est vrai maintenant, tu agis un peu comme un psy, et c'est vrai que j'étais toute seule, surtout que j'avais des sœurs, mais qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc oui, c'était une enfance solitaire, Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'écriture est un formidable divan pour éviter les séances de psy. Donc, effectivement, on se raconte et puis on se livre. Alors, tout commence très sérieusement quand même pour toi dans ta jeune vie d'adulte, puisque tu es diplômé de l'école de management de Bordeaux, tu as un DESS de commerce international, un DECF de comptabilité. C'était quoi ton plan de carrière? Ce sont des diplômes qui bon, qui ne t'ont pas servi. Ça ne m'a pas tellement servi. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi toutes ces études. C'était quoi ton plan de carrière quand tu as commencé? Alors, mon plan de carrière, bon, j'avais un père très strict, donc il fallait absolument que je réussisse dans la vie. Donc, donc j'ai fait ça parce qu'en plus, je voulais continuer à voyager. Donc, ça m'a permis aussi d'aller dans voyager. Oui, dans les entreprises à l'étranger. Voilà. Ah, c'est intéressant, oui, parce que tu as beaucoup de voyages. J'ai commencé à travailler en Espagne. Ensuite, je suis partie au Mexique. Après, ça a été le Brésil et je suis revenue. J'ai noté le Pérou aussi. Le Pérou, le Pérou aussi, oui. Un Brésil, peu les États-Unis. Voilà. Mais alors, à cette époque, il y a quand même un pays qui te fascine, qu'on n'a pas cité, il vient peut-être après, c'est le Japon. Le Japon a une importance. En fait. Alors, le Japon est très important, mais vers la fin de ma vie. C'est-à-dire que j'ai un membre de ma famille qui a vécu là-bas très longtemps. Et donc, j'y allais. Et j'ai resté 2-3 mois. Et ça m'a permis là à la base, je n'aurais pas été attirée vers le Japon, mais ça m'a permis de rencontrer un pays, mais fantastique. Oui. Quand on arrive là-bas, tous les sens sont
sont en éveil partout. Différents. Alors, il y a des odeurs différentes, il y a des bruits. Là-bas, il y a beaucoup de bruit. Ah oui. Les bruits des animaux dans les parcs ne sont pas les mêmes. Puis après, il y a le contact avec les gens qui sont policés, qui sont bien différents de chez nous. Oui, voilà. Et pourtant, la place de la femme n'est pas évidente. C'est pas Alors, oui, j'ai l'impression que les femmes sont à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite belle-fille qui, elle, a fait une carrière formidable dans l'entreprise, mais c'est très, très rare. Normalement, elles sont à la maison et elles-mêmes, bon, l'homme, le soir, va dans des bars. Bon, les hommes vont dans des bars, mais elles-mêmes, elles préfèrent être toutes seules avec leurs enfants. Et bien souvent, le mari travaille dans une ville et elles rejoignent le foyer de leurs parents. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est une culture qui nous échappe un peu, mais et le rapport à les hommes est compliqué. Hein. Ouais, il paraît. Ouais. Oui. Alors, outre le Japon, ton autre passion, c'est l'Égypte ancienne, comme on le constate dans ce dernier roman. Comment s'est arrivé ce coup de foudre pour cette histoire des pyramides, des pharaons et des déesses égyptiennes? Je ne sais pas, je pense qu'enfant, en sixième, je me souviens qu'on a étudié la civilisation égyptienne et depuis, ça m'a... Ah oui. Voilà, ça m'a... D'ailleurs, tu étais membre de l'association d'égyptologie. Oui, il y a longtemps. Depuis, j'ai tout oublié. Hein, bon. Enfin, quand on lit le roman et quand on voit les détails et l'histoire qu'il nous donne, et c'est passionnant. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup souffert, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai été aidée après au niveau de la correction par une conservatrice du patrimoine qui, elle, était au top. Donc, ce qui fait que le roman, là, je suis sûre que ce que j'ai mis dedans, c'est bon. Alors, pour terminer avec les voyages, aujourd'hui, on ne voyage plus de par la Covid. Est-ce que c'est compliqué pour toi de rester? Ah oui, c'est compliqué parce que j'ai toujours mes enfants qui sont éparpillés un peu partout et que je ne vois pas. Voilà. Alors, à ton actif aussi, tu es co-organisatrice de la Biennale en 2010. Oui, voilà, j'ai travaillé dans à cette Biennale d'Afrique de littérature d'Afrique noire. On a fait venir des auteurs de différents pays africains qui étaient des auteurs non connus et on a également eu de gros auteurs, des auteurs plus importants comme Emmanuel Dongala et d'autres. Il y en a un qui avait eu un prix, je ne me rappelle plus, c'était le prix Goncourt, son nom m'échappe là. En tout cas, c'est une super mission et c'est une mission qui nous parle à nous, rencontre des auteurs francophones, bien évidemment. Ah oui, c'était vraiment intéressant parce que j'ai rencontré des gens super, notamment des Guinéens qui ne sont pas connus et qui on a fait venir, qui étaient complètement vraiment super heureux de pouvoir montrer ce qu'ils faisaient en France. Il y a eu aussi les dessinateurs de BD congolais. Ah oui, c'est intéressant ça. Qui ont une plume souvent des Belges, extraordinaire. Oui. Voilà. Ok, alors, dernier petit point sur toi et ta vie aujourd'hui. Alors, raconte-nous d'où tu vis. Tu vis à côté de Bordeaux. Ta vie, c'est quoi? C'est le calme? Ah oui, je suis devenue très... Enfin, en dehors, avant, je voyageais beaucoup. Je prenais 2-3 mois dans l'année à voyager beaucoup. Et le reste du temps, c'est très, très casanière. J'ai mon petit jardin, j'adore mes fleurs, mes petits-enfants. Et voilà. Donc, je garde mon énergie pour les voyages. Et pour l'écriture, parce que on va en parler tout à l'heure. L'écriture, c'est plus quand voilà, ça me permet de m'évader. En tout cas, il y a quand même beaucoup de projets pour 2021 et 2022. Moi, je suis assez admirative de ce que tu Alors, as. Non, le problème, si tu veux, c'est que j'avais beaucoup de manuscrits. Bon, les temps étant ce qu'ils sont, les éditeurs sont peut-être pas ouverts à ce que j'écris. Donc, j'ai décidé de tout prendre. J'envoie aux maisons d'édition, elles acceptent ou elles n'acceptent pas. Si elles n'acceptent pas, je ferai en auto-édition. Alors, tu vas nous raconter ça parce que c'est intéressant, parce que tu as très longtemps été en maison d'édition et que ton dernier livre est sorti en auto-édition, il me semble. Donc, on va en parler parce que c'est intéressant aussi. Moi, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as commencé à écrire et pourquoi.
Et pourquoi tu as choisi d'écrire finalement des romans si tu aurais pu nous parler d'histoire? Voilà, alors, bon, moi je suis une passionnée d'histoire parce que j'avais un grand-père qui avait été piqué par le virus de l'histoire. Donc chaque fois qu'on allait chez lui au moment des grandes vacances, alors il avait une année c'était Louis XI, une autre année c'était Catherine de Russie, et alors, il avait tout lu dessus et il nous racontait, il nous racontait, il nous C'est racontait. formidable. Donc voilà, donc, mais bon, moi aussi, comme tu m'avais fait remarquer, là, j'aime beaucoup raconter, mais parce que j'étais solitaire. Donc, je racontais, euh, plus ou moins, je notais quelque chose sur des cahiers. Mais bon, ce qui a vraiment déclenché l'écriture chez moi, ça a été la mort de mon père. Donc là, j'ai voulu, bon, j'avais des souvenirs qui étaient, comme toutes les personnes qui perdent un être cher, c'était douloureux, c'était donc, je ne voulais plus que ça me rende malade comme ça me rendait malade. Donc, j'ai tout couché sur une feuille. Donc, ils sont là, les souvenirs sont là, mais je ne les ai pas effacés. Voilà. Donc, donc écrire pour toi, c'était un peu rendre hommage. voilà, c'était une fonction, comment on dit, comment on dit, bon, ça permet de. C'est psychologique. Et pourtant, après, tu n'as jamais écrit un livre très personnel pour parler alors, si non, je ne l'ai pas publié parce que je trouve que bon, il y a des personnes qui sont encore vivantes, c'est peut-être pas. C'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est compliqué, peut-être plus tard, j'en sais rien. Et j'avais fait lire ça à mes enfants et ils m'ont dit, mais tu sais, ça ferait un roman. Donc, je me suis dit, bon, ben, alors, je vais essayer d'écrire un roman. Et le premier roman que j'ai écrit, c'était Hier et pour demain. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est celui-là, voilà, c'est le premier, parce que j'avais un peu la nostalgie de ces années étudiantes, puisque mon héroïne était étudiante et il va lui arriver une aventure extraordinaire. Voilà. Et puis après, j'ai continué dans la série Aventure avec Fantastique. Alors, on va en parler des livres, même si on les a malheureusement pas de disponibles, mais je pense que vous essaierez de les trouver en France quand vous irez vous promener. Mais voilà, on va parler quand même de tes livres parce qu'ils sont tous intéressants et c'est surtout que tu as eu la chance de rencontrer ton lectorat dès le premier livre, ce qui est quand même Alors, une j'ai chance. eu la chance, bon, je l'avais envoyé à un concours. Bon, il s'avère que j'ai été pris dans les. J'ai eu le prix VSD des coups de cœur des lecteurs, donc avec celui-là. Oui, alors celui qui ne meurt jamais. Non, Et puis il a eu aussi le prix VSD 2014, c'est ça? Voilà, ça m'a permis donc, de me faire connaître. Le second, je l'ai fait chez un éditeur local. Alors, attends, je t'interromps, excuse-moi, je voudrais qu'on dise deux mots sur chaque livre pour donner envie aux gens qui nous écoutent aujourd'hui d'aller les trouver. Donc là, on est en Afrique. Il y a là encore les traditions de l'au-delà, et puis donc c'est une enquête sur des meurtres en série. Est-ce que j'ai voilà, il y a des séries, il y a des femmes qui meurent, donc qui sont assassinées à Bordeaux. Et on s'aperçoit, on va chercher, donc, c'est comment s'appelle, une enquêtrice métisse qui va savoir ce qui s'est passé. Et son enquête va la ramener toujours à un masque, un masque qui est là, qui aurait une aura négative. Et on va se savoir petit à petit. Moi, je raconte aussi ce que c'est l'histoire de ce masque, mais dans l'Antiquité. Oui, c'est ça, il y a toujours une histoire, c'est ça qui est formidable. Voilà, parce que pour les Égyptiens, le corps devait être préservé pour aller dans l'au-delà. Or, mon héros, qui va être abandonné sur les côtes africaines après avoir participé à un voyage autour de l'Afrique, va chercher, loin de ses racines, il va chercher à pouvoir accéder à la vie éternelle. Et il rencontrera un ami africain qui, lui, va mettre son âme dans ce masque. Et c'est ce masque, plus tard, on retrouvera. Voilà, avec Dominique, c'est toujours des aventures passionnantes. Tu mêles beaucoup de choses. D'ailleurs, dans la crypte du diable, qui est le deuxième, il y a toujours les mêmes ingrédients. Alors, cette fois-ci, on est en Italie, on est au XVIIe siècle, on est aussi à Bordeaux aujourd'hui. Alors, mon histoire commence au moment de l'arrivée de la dernière peste à Bordeaux.
dans les années au XVIIe siècle, juste après les guerres de religion. Il y a toute une série de... Alors, il y avait, la religion était très forte et on brûlait les sorcières. Bon, c'est quelque chose d'assez pénible. Et de nos jours, pareil, à Bordeaux, des hommes vont être retrouvés dans la Garonne. Et il y aura toujours un lien entre les deux époques. Il y a des destins qui se croisent. J'avais écrit... et je dis des bêtises, c'est ce livre qui a été classé parmi les 10 coups de cœur Polar 2016 de la rédaction Orange sur lecteur.com. Donc, voilà. Ça, un livre encore qui a fasciné les lecteurs français. Alors après, un livre qui a été aussi en 2018 largement applaudi, c'est Les sanglots de Pierre. C'est un livre qui a été très, très difficile à écrire. Ah bah tu vas nous raconter. Attends, je dis juste qu'il a été pris Le Clair Obscur et lauréat du prix Dora Suarez. Voilà. Donc, tu vas nous raconter ça. C'est-à-dire que je raconte l'histoire d'une famille juive qui a été exfiltrée, bon, après la rafle du Veldiv, et qui doit être exfiltrée vers l'Espagne, mais dont on perd la trace. Et je vais raconter ce qui s'est passé en 1942, au moment où il y a eu cet épisode tragique, parce que justement, dans ce petit village, il y a des choses bizarres qui se passent et on pense qu'il y a quelqu'un qui exerce une vengeance. Voilà. Et ce qui a été très difficile pour moi à écrire, c'est que l'un de mes héros va être déporté au camp de Birkenau. Donc, bon, on savait que c'était terrible, mais là, j'ai pris de la documentation. Ouais. Et ce que j'ai lu, mais j'ai un chapitre qui m'a donné vraiment beaucoup de mal, parce que je ne savais pas comment l'écrire. Il y a des écrits qui... Voilà, pas être trop... Mais j'ai eu du mal, et surtout que bon, c'est encore plus atroce quand on se penche dessus, qu'on fouille, qu'on lit les témoignages des uns et des autres, voilà. Mais c'est un livre que... C'est un livre important, du coup, hein, parce que, oui, c'est un livre parce que les survivants, il n'y en a quasiment plus. Donc, voilà. Et c'est un livre où là, il n'y a pas de... Contrairement aux autres, où il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de... C'est vraiment du vivant. Et je pense que des histoires comme ça, il y a dû y en avoir vraiment beaucoup pendant la guerre. Malheureusement. L'humain n'a rien appris, malheureusement aussi. Voilà. 2019, tu sors Le Diable vous emporte. Alors ça, c'est un collectif de nouvelles. Voilà, c'est ça, ce sont des nouvelles. Alors j'ai écrit une nouvelle dessus. Bon, dedans, bon, c'est quelqu'un que je connaissais bien qui récupérait donc des auteurs pour écrire ça. Alors j'étais pas habituée à écrire une nouvelle parce que c'est plus difficile. Il faut quand on en 40 pages, il faut tout. Donc j'avais l'idée d'un roman, je l'ai réduit à une nouvelle, et puis du coup j'ai pris goût à écrire des nouvelles, puisque là je viens de terminer un recueil de nouvelles que je vais présenter à des éditeurs, et toujours pareil, si les éditeurs n'en veulent pas, je le débrouille. Voilà. Alors, un roman très populaire aussi, puisqu'il a été édité chez François Zir, c'est Le Manuscrit oublié. Oui. Dans un roman d'aventure. Et il va sortir là sous un autre titre. J'ai pu récupérer mes droits, ça a été dur, mais je les ai récupérés. Et il va sortir sous le titre de La dernière prophétie des Andes. Bon, alors tu vas nous en parler à ce moment-là, on en reparlera. C'est un roman d'aventure qui est toujours pareil, sur 2 époques. Oui, on est sur 5 siècles. On passe oui, même sur 3 époques, parce qu'il y a de nos jours, il y a 1943 et au moment de l'arrivée des Espagnols. Voilà, exactement. C'est toujours extrêmement intéressant, toujours un fond d'histoire qui fait qu'on ne lit pas qu'un roman d'aventure, mais on se cultive en plus. C'est bien de se cultiver. Merci. Alors, donc, Hier et pour demain, voilà, sorti cette année, il est sorti il y a quelques mois. Quand on écrit des romans d'aventure comme les tiens, comment on se sent qu'on a fini un roman et qu'il faut attaquer un autre mais comme un lecteur qui termine un livre, on est orphelin. On est orphelin. Est-ce qu'il faut une pause pour se remettre au prochain? Il faut digérer tout ce qu'on a. Ça fait des mois et des mois de travail. Alors, moi, j'ai plein d'idées pour écrire des livres. Alors, non, je saute vite sur un prochain livre. Mais c'est vrai que le personnage, notamment dans Hier et pour demain, le personnage d'Icia, il m'a collé à la peau. Collé à la peau, bah oui. C'était dur. Et du coup, j'avais commencé à écrire une suite
qui là, bon, hier et pour demain, c'est la transposition du mythe d'Isis et d'Osiris à nos jours. Et la suite, c'est la vie d'Horus, le fils d'Isis et d'Osiris. Et, bon. Et puis, bon, là, vraiment, ce sont les prémices que j'ai écrites. Donc, je verrai plus tard. Voilà. Exactement. Alors, qui sont tes... Alors là, on a un peu compris que c'était pas toi, mais c'était un peu ta vie étudiante. Mais qui sont tes personnages habituellement? Est-ce que tu piques plus ou moins autour de toi des caractères, des physiques, etc. Ou est-ce que tu piques dans les faits divers aussi Alors, les faits divers, les gens que j'ai autour de moi, oui, me servent quelquefois de repères. De repères. De base. Oui. Voilà. Et les faits divers, non. Il n'y a pas un fait divers qui même quelque chose de Alors, non, par contre, des choses qui me sont arrivées, oui. D'accord. Notamment dans les sanglots de Pierre, cette petite jeune fille qui voit des choses sur les murs. Donc, je ne peux pas dévoiler ce qui s'est passé, mais moi, je l'ai connue en ayant vécu quand j'étais étudiante dans une maison, j'avais l'impression qu'il y avait des choses comme ça Les âmes. Alors, bon, je ne vais pas en parler parce qu'on va dire elle est cinglée, mais... Oh non, bon. Il y en a plein qui sont venus nous parler de ça déjà, ne t'inquiète pas. Et il y avait des choses bizarres dans cette maison. Donc, j'ai vite, bon, j'ai abandonné la chambre que je louais pour aller ailleurs parce que c'était moi ou c'était bizarre, quoi. Vous étiez un peu trop nombreux dans la chambre. Ah non, oui, non, j'allais dire, j'étais tout à... Oui, non, il y avait des choses bizarres, ou alors c'était... Bon, je ne me droguais pas, hein, pourtant, mais bon... Alors, on va donc parler du livre que nous proposons aux États-Unis en exclusivité sur Rencontre des auteurs francophones, qui est donc, j'ai appris ce soir, le premier livre de Dominique. Donc, pour résumer un peu, donc on est de retour d'un voyage en Égypte pour ton personnage principal, ton étudiante, Tisha, et elle ne cesse d'être hantée par d'horribles cauchemars. Et puis, ce même été, elle est à New York, elle a un coup de foudre, elle rencontre Owen, qui est un brillant avocat qui travaille dans le World Trade Center. Voilà. Mais Laure Edine, qui est juste une petite édine naissante, est menacée par l'arrivée de son ex, avec qui on la découvre en Égypte, qui est devenu complètement incontrôlable. Et on est à la veille du 11 septembre 2001. Je n'en dis pas plus, mais la question que tu poses dans le livre, c'est et si on pouvait retourner dans le passé pour changer le cours de l'histoire? Point d'interrogation. Donc, moi, j'ai été étonnée évidemment de tous les détails que tu donnes, hein, aussi bien sur l'Égypte. J'imagine que c'est une Égypte que tu connais bien, où tu as fait plusieurs voyages, mais j'imagine aussi qu'il t'a fallu nombre de recherches. Mais il y a une des choses très particulières, tu parles de la fameuse moloréa, qui est le plat typique égyptien, que je connais bien. Tu l'as goûté, cette moloréa? Oui, mais il y a longtemps. Hein. Bon. Alors, donc, j'imagine quoi? Ce sont des souvenirs de voyage aussi ou voilà, souvenirs de voyage, mais bon, voyage d'agrément. Donc, je n'ai pas vécu là-bas. Donc, c'est très, très lointain. Et, non, voilà. Mais on sent la ville, on sent la population, on sent la densité du Caire. Enfin, voilà, on retrouve on retrouve du vécu dans ton récit. Comme à New York, hein, on a vraiment l'impression de parcourir la ville avec ton héroïne. Et pourtant, je crois que New York, finalement, tu la connais peu. Très peu. Moi, j'y suis passée juste 2-3 jours, c'est tout. Hein. Voilà. Alors, donc, c'est quoi? Tu travailles comment? Tu travailles en fouillant, en trouvant des... Alors, je fouille beaucoup et je regarde des documentaires. D'accord. Donc, c'est une façon de... Après, pour décrire certaines choses, je me sers de Mappy, on voit vraiment bien les quartiers. Et voilà, bon, c'est... Oui, c'est intéressant. Donc, tu te sers plus de l'image que de l'écrit pour ressentir les choses. Voilà. Ouais. Ouais, c'est intéressant comme travail. Alors, quand on a une trame, parce que c'est extrêmement bien ficelé, hein, donc quand on lit un roman comme ça, moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y avait une trame de base? Est-ce que c'est un peu, on a presque envie de te dire, est-ce que tu as imaginé un scénario? Est-ce que tu as imaginé alors, oui, là, dans celui-là, oui, mais en fait, bon, j'ai transposé le mythe d'Isis et d'Osiris. Hein, c'est oui, enfin, Marie, la femme et l'amant qui était... oui, enfin, voilà. Tu résumes un peu parce que dans ce livre, il y a tellement de choses. On est en 2001, on est à New York, on est en Égypte, on passe de l'un à l'autre. C'est un roman d'aventure qui tient vraiment en haleine. Donc, ne serait-ce que tous ces passages d'un endroit à l'autre et d'une époque à une autre, voilà, on se dit est-ce qu'il y avait une trame de base qui fait que tu savais où tu allais? À peu près l'histoire, c'est-à-dire que bon, en septembre qui a anéanti pas mal de vies. Et dans mon histoire,
bon, je ne voulais pas que ça soit arrivé. Donc, voilà. Donc, d'où la Difficile question. d'en parler sans dévoiler tout. Voilà. Exactement. Mais donc, la question se pose, peut-on revenir en arrière et changer le monde et changer le destin? Donc, dans ce livre, c'est ce que je disais, il y a aussi des pages d'histoire qui se mêlent au récit. Tu parles de l'arrivée des immigrants juifs à New York, notamment au XIXe siècle. Tu l'as dit, du destin d'Isis et d'Osiris, du 11 septembre aussi, avec certains détails que peut-être tout le monde ne connaît pas. C'est important pour toi de partager ce savoir historique avec les lecteurs? Ah oui, 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 mais comme je te disais, j'ai toujours aimé beaucoup raconter. Alors Ouais. bon, pour moi, c'est un peu Mais là, c'est plus que raconter, c'est presque témoigner, donner des clés, tu vois. Je trouve que voilà, un lecteur qui n'a pas nécessairement la connaissance de tout ce que tu racontes, lui, tu donnes des clés historiques. c'est peut-être la faute à mon grand-père. Voilà. C'est une bonne faute. Alors, on a un petit peu parlé au début, mais la question aussi qu'on aime toujours se poser, c'est la question qui revient souvent, c'est celle du fameux rituel de l'auteur. Est-ce qu'il y a un rituel pour toi? Est-ce que tu... Alors, non, j'écris quand on m'en laisse le temps, comme je dis, parce que j'ai toujours beaucoup de choses à faire, et toujours les uns et les autres qui ont besoin de moi. Donc, quand j'ai le temps, je me pose et ça y est, là, j'écris. Les idées me viennent la nuit. Je suppose que pour toi, peut-être c'est la même chose, non? Quand tu Ça écris, dépend, ça dépend. non? Mais c'est vrai, il y a des moments de la journée qui ne sont pas toujours ceux qui Ah sont oui. opportuns. Moi, les idées me viennent la nuit. Donc, j'ai toujours un petit carnet là à côté, je note. Et puis voilà. Voilà. Bon. Le fameux carnet, c'est ça. D'où le problème, c'est quand tu as une idée dans le métro ou chez le primeur, Ah, il faut la noter vite ah fait. oui, là, je ne travaille plus. Donc, j'ai plus ce problème, oui. Alors, tu nous as parlé de ton grand-père fabuleux et de cet accès à la culture, à la lecture. C'est extraordinaire. Est-ce que tu penses que, enfin, je pense que tu vas me répondre oui, mais j'aimerais bien que tu développes, c'est important pour un enfant d'être éduqué très jeune à l'amour de la lecture. Ah oui, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ce que je fais avec mes C'est ce que petits-enfants, j'allais te dire. ce que j'ai fait avec mes enfants, ce qu'ils font eux avec leurs propres enfants, oui, c'est important, oui. Bon, malheureusement, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne connaissent pas la lecture, c'est triste, quoi. C'est quelque chose de très Oui, triste. parce qu'on n'est pas obligé de lire nécessairement des classiques ou Non, on peut lire une BD, on peut lire, exactement. voilà. On lit ce qui fait plaisir. En réalité, la lecture, c'est ça, c'est se faire plaisir. Donc, c'est vrai que quand j'entends parfois certains dénigrer certains auteurs, j'aurais dit, bah, tu n'aimes pas, c'est ton choix, mais si ça fait plaisir à des milliers de Ah oui, personnes, oui, on dénigre certains auteurs, bon, notamment en France, qui sont des auteurs qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Moi, il m'arrive de les lire et je suis très contente de passer, surtout quand je veux me vider l'esprit et lire passer un bon moment. Voilà. alors, tu l'as évoqué tout à l'heure et je t'ai coupé pour en parler plus longuement maintenant. Tu parlais justement, parce que tu as été pendant très longtemps en maison d'édition et aujourd'hui, voilà, tu te dis si finalement les maisons ne prennent pas mes romans, j'y vais seule. C'est quelque chose qui est fastidieux parce que bon, c'est toujours une lutte. Il faut prouver, il faut envoyer, il faut intéresser. Et le problème aussi, ce qu'il y a eu avec mes romans, c'est qu'ils sont tous, comment on dit, il n'y en a plus, ils sont épuisés. Ils sont Oui, c'est ce épuisés que tu me racontais. et un roman a une vie, avec un éditeur, a une vie très courte, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois. Après, il continue en e-book, mais c'est pas forcément, les gens n'aiment pas tellement lire, pas tous lire en e-book. Et donc, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas prêts à refaire des Voilà, éditions. non, non. Bon, le second, là, celui la crypte du diable, bon, l'éditeur, malheureusement, a jeté la clé. Donc là, c'est pareil. Bon, c'est cool. Alors, j'essaie de faire en auto-édition, mais là, j'essaie de faire en auto-édition de façon à ce que les libraires puissent avoir les bouquins. Comme ça tombait au moment du Covid, Oui, ben, c'est clair que cette année, c'est un peu compliqué. je peux compter les libraires sur les doigts de la main, voilà. Non, mais c'est compliqué parce que d'ailleurs, toi, si je ne dis pas de bêtises, tu fais beaucoup de salons, tu fais beaucoup de Ah séances de oui, 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 et lecture. c'est là qu'on fait des rencontres. Oui, tu as une vraie relation avec tes lecteurs, ce qui est Ah oui, formidable. c'est Donc, quelque chose j'imagine d'extraordinaire. que 2020, c'est une pénurie Et terrible. en plus, les lecteurs sont devenus, pour certains, mais des amis.
Oui, 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 moi aussi, j'adore ce rapport. Oui, oui. Est-ce que tu as l'impression que en te lançant seul dans l'aventure, le rapport va être encore, enfin, va prendre une dimension encore nouvelle, plus appuyée, enfin, plus renforcée? Ou est-ce que Euh, tu l'as depuis le début? attends, je n'ai pas très bien compris Non, en ta vérité, question. en y allant seul, donc en demandant au lecteur directement de te soutenir sur des ouvrages en auto-édition, par exemple, est-ce que tu as l'impression que la relation avec le lecteur est encore plus Ah, mais forte? moi, j'ai des lectrices, lecteurs et lectrices, mais ce sont des gens adorables, ce sont des gens que j'ai découverts qui sont merveilleux, quoi. Donc, Oui. D'ailleurs, moi, je dois dire qu'à chaque fois enfin, puisque on te voit beaucoup sur Facebook, à chaque fois que tu postes un livre, tu as un nombre de commentaires de soutien de lecteurs, c'est juste extraordinaire. J'attends votre prochain livre, c'est formidable. Enfin voilà, je trouve que c'est gentil. Oui, 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 c'est vraiment chouette, quoi. C'est ouais, bien, ouais. c'est sympa, oui, bah, ça fait plaisir. Ouais. Alors, on va parler de tes projets. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que depuis la Covid, ils n'arrivent plus à prendre la plume, ils n'arrivent plus à écrire. Toi, tu vis comment? Est-ce que ça a Alors, été les 8 premiers mois, j'avais du mal. Oui, c'est vrai que là, bon, c'est un peu la sidération. Et puis, malgré tout, on a un petit peu peur, pas forcément pour soi, mais pour sa famille, pour ses enfants. Donc, oui, ça a été un frein. Puis là, non. Bon, c'est reparti. Oui, bah écoute, finalement, on s'habitue à tout, mais même Voilà, on s'habitue. Bon, on est j'espère que bien ça obligé va. d'être un peu dans la résilience. Je sais que Ouais. euh, c'est un mot dont on parle beaucoup, mais c'est vrai, hein, dans la résilience et essayer de se Et sortir. c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été touchés par le Covid et qui ont eu ce qu'on appelle des Covid longs. Et ça fait très peur. Parce qu'il y en a beaucoup, bon, ça passe, c'est rien du tout, mais d'autres qui, bon, c'est assez Je angoissant. suis assez d'accord. Et moi aussi, beaucoup autour de moi. Donc, c'est pour ça que bon, on ne va pas parler du sujet du vaccin, du débat sur le Ah non, vaccin. ça c'est un sujet qui fâche en ce moment, mais bon, Tâche, mais bon, voilà, il faut effectivement se dire quels sont les il effets d'un vaccin et faut quels sont les effets de attendre, ça passera bien un jour. oui. Alors, on va parler de tes projets. Donc, tu as trois publications prévues en 2021. Donc, la dernière prophétie des Andes, tu nous en as un peu parlé. Donc, on est à travers les Andes, à la recherche d'un trésor perdu et d'un objet emblématique qui a des pouvoirs surnaturels en 43. Tu vas peut-être de nous en parler un peu plus. Mais voilà, on est toujours dans ce qui fait ton... Alors, c'est une jeune journaliste qui est chargée d'enquêter sur un professeur d'histoire spécialiste des Incas. Et ce professeur d'histoire a disparu en 1943. C'est pas ce qu'il est devenu. Certains disent que c'est bon, elle va dans un musée de la Résistance, elle se rend compte qu'il est considéré comme eh ben, un collabo. Donc elle enquête, ça lui trouve, ça lui, c'est assez bizarre parce elle va dans sa maison, dans la maison de ce monsieur, elle trouve des tas de documents. Et là aussi, il y a un volet surnaturel, c'est qu'elle va être projetée en 1943 et partir à la Ah, recherche du trésor des Incas. Le trésor que les Incas ont qu'on n'a jamais retrouvé et qui a été caché pour ne pas. tous tes livres feraient des scénarios extraordinaires, finalement. Moi, Oui, et il faut les proposer. c'est le cerveau qui. Alors, après, tu vas aussi publier Manipulation, donc c'est ce dont tu parlais, un récit de nouvelle. Là, on est dans le polar, je crois. Alors, dans le polar, non, oui, 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 dans le sordide, ce sont bon, des personnes dont le destin va basculer. Voilà. Et là, j'avoue que je me suis bien amusée. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Dernière publication prévue cette année, c'est celle qui traverse le temps. C'est l'histoire d'un sabre qui traverse une Ah, dynastie de voilà. samouraïs de l'époque Kamakura jusqu'en 47, donc au Japon, et comment un jeune GI s'est trouvé en sa possession. Donc, c'est roman d'aventure sur fond d'histoire. C'est une marque Non, d'historique. là, il n'y a pas de surnaturel, c'est uniquement historique. Voilà. Et puis en 2022, La femme voilée, là, on change de continent, on est dans la Libye d'hier et d'aujourd'hui, et tu as des personnages qui sont confrontés au phénomène migratoire. Mais il y a toujours Alors, j'ai fait un parallèle en fait entre la Libye, quand elle a été colonisée par les premiers Grecs, ouais.
et maintenant les Libyens qui viennent dans l'autre sens en Europe. Intéressant. Donc j'ai trouvé, bon, alors, à partir d'une statue qui est très particulière parce que dans certains cimetières, enfin dans certaines tombes libyennes, on trouve des femmes qui sont vraiment voilées. Et donc là, on s'est toujours demandé pourquoi elles étaient avec ce. Et moi, j'ai trouvé une solution, enfin une explication. Bon, ça vaut ce que ça vaut, voilà. On n'en parle pas. Alors, le petit questionnaire de Proust, pour finir, comme j'aime toujours ça. Donc, ton livre du moment, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, en ce moment, je suis en train de lire La Maison des Oubliés. J'ai commencé. J'ai vu des critiques, bon, ça ne doit pas être très, très ménagiteux, mais bon, c'est ça, ça va. Ça va. Ah, écoute, ça fait du bien Voilà. aussi. Et Un voyage, hein. Voilà, et j'ai terminé Mousson. Très bien. Alors, une question toujours piège, je sais, et si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Un livre de chevet, un livre que tu offres, un livre que tu as plaisir à relire. Est-ce qu'il y a un livre ou un auteur, hein? Alors, je dirais le Clésio. J'aime beaucoup les... Et ça a un sens. Comment ça s'appelait? Je ne me rappelle plus Onitsha. Ça, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre où il parle de... Bon, c'est sa mère, quoi. Voilà, qui va se retrouver en Afrique aussi. Et ça, j'ai bien aimé. Merci pour le conseil lecture, donc. Voilà. Alors, tu as parlé de nombreuses périodes historiques au fil de tes romans. Quelle est la période historique que tu préfères? Celle qui t'enchante? Non, j'ai pas... Les années 70, peut-être, par nostalgie. On n'a pas encore parlé. Non, non, non. Ah, voilà, c'est un roman. Voilà, par nostalgie, parce que bon, c'était Ouais, c'était une époque plus facile. sympa, voilà. Alors, ton lieu de prédilection dans ta région, Bordeaux ou les alentours, d'où tu aimes aller te ressourcer ou qui te parle? J'aurais aimé vivre dans le sud-est, Alors, où dans particulièrement? les Alpes d'Haute-Provence. Voilà. Alors, okay. Et alors, à Bordeaux, peut-être un endroit où tu aimes un conseil? Alors, avant, j'aimais le Cap Ferré, mais c'est devenu tellement touristique que c'est devenu épouvantable. Dans mon enfance, j'avais un oncle qui avait une petite maison au Cap Ferré, c'était très agréable, mais là, non. Oui, c'est devenu très touristique. Mais c'est beau, ça reste beau. Ah, ça reste beau. Il y a comme ça des villes qui restent magnifiques, il faut juste y aller pendant les périodes où Oui, on a la oui, chance de pouvoir oui. aller dans les périodes Mais bon, c'est construit de partout, alors ça n'a plus beaucoup de charme, quoi. Alors, un autre pays où tu aurais pu vivre? Le Japon. Un vin. Il y a eu... Alors, les gens sont zen, il y a un respect de l'autre et on y est bien. Quand je pense, par exemple, que dans le métro, les femmes peuvent se promener le sac ouvert et qu'il ne m'arrive jamais rien, Oui, voilà. c'est drôle parce qu'aux États-Unis, c'est aussi un peu comme ça, même si ce n'est pas le Japon. Et à chaque fois que je vais en France, on passe son temps à me dire Madame, votre sac est ouvert. Ah oui, c'est terrible, oui, oui, oui. Alors, puisqu'on est dans la région de Bordeaux, un vin peut-être? Ah, j'aime bien le. Ah, ça y est, le. Ah, c'est pas le grave, c'est oh, ça y est, c'est le. Bon, écoute, tu nous le Voilà. diras. Tu nous mettras. Et le loupiac. Et le loupiac. Voilà. Alors, une autre passion passion que l'écriture, je ne dévoile pas, je connais la réponse, mais une autre passion que l'écriture chez toi? J'aimais beaucoup peindre. Voilà, c'était la réponse. Toujours pareil, mon grand-père a fait des tableaux. Il n'avait jamais appris, enfin, s'il était architecte, donc il avait quand même le sens du volume, de proportion, mais il n'avait jamais appris et il faisait des choses extraordinaires. Et moi, quand j'étais petite fille, je le regardais peindre. Et donc, à sa mort, j'ai eu ses aquarelles et ses fusas et hop, j'ai essayé de faire comme il faisait. Voilà. Donc, mais c'est pas du tout, c'est très approximatif, c'est juste pour se faire plaisir. C'est l'essentiel dans la vie, se faire plaisir. Alors, je rappelle donc que le livre de Dominique, le dernier, hier est pour demain, et donc en vente sur Rencontre des auteurs francophones et à French Week, le concept store français à Manhattan. La semaine prochaine, nous recevons, on change complètement de sujet, on reçoit Marie-Laure Tessèbre qui nous parle de ces deux livres sur l'énergie intérieure, sur l'alignement, le centrage, etc. Donc, super intéressant, oui. Ah, oui. Et puis, Marie-Laure Tessèbre, elle a écoulé déjà plus de 900 000 exemplaires de ses livres, elle écrit depuis très très longtemps. Et alors oui, ça nous fait rêver. Ah oui, ça nous fait rêver, oui.
Et donc, elle vient de se mettre sur son premier roman. Et donc, elle va nous parler de Sur les chemins du cœur, du cœur, pardon, qui est un premier roman qui reprend quand même tout ce qu'elle fait sur son travail énergétique. Et alors, j'ai reçu plein de choses cette semaine. Alors, je ne peux même pas tout vous présenter. Je vais vous en présenter rapidement quelques-uns. Donc là, on a un Français de New York, Emmanuel Normand, et ce sont des nouvelles qu'il a commencé quand il habitait Boston et maintenant qu'il habite New York. Donc voilà des petites nouvelles. On a un très très gros livre des éditions M+, avec lesquelles on travaille pas mal en ce moment, un livre, un gros polar. Voilà. Et on voyage dans beaucoup de villes du monde aussi. C'est Oh l'ange révélateur de Frédéric Zumbil. J'ai enfin reçu Fille de fer de l'auteure québécoise Isabelle Grégoire. J'ai adoré ce livre et donc je suis très contente que les exemplaires viennent d'arriver. La beauté du vice de Marc de Suzoni. On va parler de Las Vegas. Marc de Suzoni vit entre la France et Las Vegas. Et si vous êtes fièrement spectateur des émissions d'M6, vous verrez que son nom est associé à de nombreuses grosses émissions et gros succès de M6. Je vous parle aussi d'une romance, romançons-nous un peu, de Jenny Gier, que je viens de recevoir, avec une très jolie couverture. Et puis un livre qui parlera à toutes les personnes qui savent que nos intestins sont le deuxième cerveau. Ce livre de Nicole Cavinen qui s'appelle Dialogue avec les intestins, le réveil de la chamane. Donc voilà, Nicole est chamane et donc elle a une vision très personnelle sur les intestins comme notre second verso. Et donc elle explique un peu comment travailler pour résoudre tous ces problèmes. Et puis enfin, on avait reçu Ronald Sicurel pour nous parler de son Égypte, de l'Égypte de son enfance. Et Ronald Sicurel est avant tout un savant, un mathématicien. Et donc, il a écrit un superbe livre qui s'appelle « L'ordinateur ne digérera pas le cerveau ». Et c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour l'humain et pour l'humanité. Merci Dominique d'avoir été là. Non, mais moi qui te remercie. Je voulais te poser une question. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet, toi, d'écriture? Alors moi, écoute, j'ai 2 livres qui devaient sortir cette année et qui ont été retardés, ne serait-ce que parce que Rencontre des auteurs francophones prend beaucoup de temps. J'imagine, oui. 3e roman qui se passe entre la première élection, enfin, l'élection de Trump, le jour de l'élection et puis la fin. Alors on parle très peu de Trump, hein, ce sont juste des petits tweets, des choses comme ça, mais donc voilà, c'est un journaliste. C'est une époque. C'est un journaliste français qui est envoyé à New York pour ça et qui va découvrir cette ville, cette tour de Babel, où toutes les communautés se respectent et vivent ensemble. Et donc, l'aventure d'un personnage avec ce sympa, oui. décor. Et puis, il y a un livre qui n'a rien à voir, qui n'est pas un roman, qui est un livre que je coécris avec mon mari et associé, qui va parler de nos 30 ans de communication citoyenne qu'on a commencé en France et qu'on a continué ici. On était parmi les précurseurs, ou peut-être même les précurseurs de la communication citoyenne au siècle dernier. Et donc, on a continué avec cette démarche d'œuvrer pour un monde meilleur, en tout cas d'apporter notre petite pierre à un monde meilleur. Ben, merci d'avoir posé la question. Non, mais ça m'intéressait aussi. Voilà, c'est normal. Hein. Donc, merci à toi d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir permis de parler. Et puis, merci aux gens qui sont là. Voilà. Avec plaisir. Allez, bon, et je rappelle que cette émission donc, est en replay à partir de cet après-midi sur le site Rencontre des auteurs francophones et sur la page Facebook. Et donc, elle est visible à vitam aeternam. Donc, allez-y, revoyez l'émission tranquillement. Prenez des notes sur les romans que vous voulez commander. Et puis au plaisir donc, de répondre aussi aux questions, même si elles sont posées après, je les poserai à Dominique. Merci, bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir, Sandrine, merci beaucoup. Allez.